déjà de m'avoir proposé d'intervenir lors de cette conférence, et bien sûr, M. Chéry m'a proposé d'intervenir tout simplement au Centre universitaire de Mayotte. Oui, alors effectivement, c'est une question qui est toujours d'actualité. Donc lorsque j'ai proposé le thème, je ne doutais pas qu'aujourd'hui encore il serait d'actualité. C'est cette question de l'état d'urgence. Donc pour reprendre la genèse de cette question, après les attentats de Paris, donc après les attentats du 13 novembre 2015, le gouvernement a décidé, compte tenu de la situation exceptionnelle, de mettre en œuvre sur le territoire de la métropole l'état d'urgence, qui est une sorte d'héritage historique, puisqu'il s'agit d'une loi du 3 avril 1955 qui était relative à l'état d'urgence en Algérie. Depuis, on a gommé dans l'intitulé de la loi le « en Algérie » pour simplement avoir une loi relative à l'état d'urgence, qui est une loi dont le titre l'indique, qui permet de mettre en urgence un certain nombre de mesures pour tenir compte de cette situation exceptionnelle, pour pouvoir prendre certaines mesures qui ne sont pas possibles en dehors de ce cadre exceptionnel. Alors on est plus d'un an, presque un an et demi après la mise en œuvre de l'état d'urgence, qui a été mise en œuvre le 14 novembre 2015, ça en fera presque 500 jours, mardi ça fera 500 jours que l'état d'urgence a été mis en œuvre. Or, et cela va courir jusqu'à la période électorale, puisqu'il est mis en œuvre jusqu'au mois de juillet. Et cette durée quand même très importante, puisqu'il aura été mis en œuvre plus de 18 mois, conduit à se poser la question de savoir si l'état d'urgence est toujours nécessaire, est toujours indispensable. C'est une question qui est revenue encore la semaine dernière, puisque le ministre de la Justice indiquait que sans doute l'état d'urgence n'était plus nécessaire. C'était juste avant l'attaque d'Orly, l'assaillant d'Orly, donc du coup, juste après on a dit si c'est toujours nécessaire, donc on reste encore sous état d'urgence. Alors, la question se pose de savoir si l'état d'urgence est nécessaire, car celui-ci, et il est souvent contesté pour cela, celui-ci semble faire peser une menace sur nos libertés, d'où le jeu de mots, état d'urgence, état des libertés. La question qui se pose en réalité est de savoir dans quelle mesure l'état d'urgence est-il une menace pour nos libertés, dans quel état sont nos libertés. Alors, on oppose souvent la sécurité et la liberté avec cette phrase qui avait été dite lors de l'adoption de la loi de 1981. La première des libertés, c'est la sécurité. Donc à voir si c'est quand même un peu assez antinomique, quand même assez contradictoire. Mais il est vrai que la sécurité est devenue l'un des enjeux majeurs de la politique criminelle. Donc, M. Rose l'indiquait, moi je suis plutôt spécialiste droit pénal, donc je l'analyse évidemment sous l'angle du droit pénal, mais la question des libertés est cruciale. La mise en œuvre de l'état d'urgence suit en réalité un long mouvement, un long processus de renforcement des mesures de sécurité qui trouve effectivement une sorte de point d'orgue avec l'état d'urgence, mais qui n'est pas nouveau et qui en réalité débute après les attentats du 11 septembre 2001. La première loi dite sécuritaire, on l'a souvent assimilée à la droite en 2002, la première loi sécuritaire, c'est une loi du 15 novembre 2001, qui était une loi relative à la sécurité quotidienne. Donc, le terme était même utilisé. L'objet de la loi était notamment de viser à contrôler le transport des armes et notamment le contrôle des armes dans les avions et les aéroports. On comprend bien sûr pourquoi cette loi avait été adoptée. La loi du 4 mars 2002 était aussi une loi sécuritaire. Pour revenir un peu plus récemment, après la série d'attentats, à Toulouse et Montauban, puis à Paris, puis à Nice, à Saint-Étienne-en-Rouvray, maintenant à Orly, la cellule qui a été démantelée à Montpellier, on a, sur les 5 dernières années, un nombre assez important de lois relatives à la sécurité, assumées comme telles. Je les égrène, loi du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme, loi du 18 décembre 2013 de programmation militaire et portant diverses dispositions relatives à la sécurité nationale, loi du 13 novembre 2014 relative à la lutte contre le terrorisme, loi de 2015 sur le renseignement, c'est moins indiqué, loi du 22 mars 2016 relative aux actes terroristes dans les transports collectifs et à la sécurité, la loi du 3 juin 2016, on va beaucoup en parler, qui renforce la lutte contre le terrorisme, et la dernière est une loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique. Donc un ensemble de lois sécuritaires, mais que l'on peut comprendre après tout l'objectif, il ne s'agit pas de le dénoncer, pas être dogmatique, mais de dire qu'il y a un problème de sécurité révélé par l'existence d'attentats, le législateur y répond. Il répond pour justement assurer cette sécurité. Toute la question, c'est justement cette opposition, dans quelle mesure cet ensemble de lois, et particulièrement la loi relative à l'état d'urgence, sont-elles contraires, s'opposent-elles aux libertés. Alors, la plus intéressante de ces lois, pour la question qui nous intéresse, est la loi du 3 juin 2016. Une loi qui avait été présentée comme assurant ce droit à la sécurité
Et de l'aveu même du ministre et du gouvernement, cette loi devait permettre de mettre fin à l'état d'urgence. Pour cela, on reviendra, la loi du 3 juin 2016 a étendu les pouvoirs dont disposent les enquêteurs dans le droit commun, et les a étendus en reprenant ce qui existe de l'état d'urgence. Donc on prend les moyens exceptionnels qui ne sont possibles que dans l'état d'urgence, on les rend possibles hors état d'urgence, et donc effectivement l'état d'urgence n'est plus nécessaire puisqu'on peut faire désormais les mêmes choses en droit commun. Alors, présenté comme tel, on se dit l'état d'urgence n'est plus une nécessité pour notre sécurité car la loi du 3 juin permet de mettre en œuvre ces outils nécessaires à notre sécurité. Alors c'est des outils assez exceptionnels, on peut discuter l'objectif, mais c'est par exemple le recours des nouvelles technologies qui étaient utilisées, ce qu'on appelle les IMSI catchers, qui sont des fausses antennes relais et qui permettent de capter toutes les conversations téléphoniques en un lieu. C'est-à-dire que si on mettait un IMSI catcher ici, on saurait qui est le propriétaire de tous les téléphones portables et puis tous les messages qui sont émis et reçus par ces téléphones portables sans même savoir quel est le titulaire de la ligne. Donc c'est assez exceptionnel. Ça a été présenté dans le cadre de la loi en disant si on avait eu ça lors du Bataclan, on aurait pu savoir si les terroristes échangeaient des messages. Bon. Sauf que, on aura peut-être l'occasion de le dire, dans le cadre de la loi du 3 juin 2016, c'est donc désormais possible pour une enquête, pour des faits graves, mais qui n'est pas limité au terrorisme. On peut par exemple le mettre en œuvre pour du trafic de stupéfiants. Quelles que soient les mesures, l'objectif de la loi du 3 juin, assumé comme tel, était donc de mettre fin à l'état d'urgence. Il devait d'ailleurs se terminer en juillet 2016. La prolongation à l'époque visait à couvrir l'Euro et le Tour de France. Il y avait quand même des rassemblements de personnes, mais l'idée étant, après le Tour de France, plus besoin d'état d'urgence puisque la loi du 3 juin 2016 interviendrait. Alors, on peut déjà réfléchir à la logique, qui est quand même assez étonnante. On se dit, on a une loi d'urgence, on la présente comme étant plus nécessaire, mais on la présente comme étant plus nécessaire car ce qui est exceptionnel devient normal, ce qui n'est possible que dans un cadre dérogatoire est désormais possible dans un cadre quotidien. Alors, on peut réfléchir un peu sur cela, mais la loi du 3 juin 2016 ne fait en fait que transposer en droit commun des mesures qui sont normalement de l'exception. Alors, si on reprend cet objectif, quoi que l'on en pense, l'objectif semble être raté, puisque je vous le disais, la loi du 3 juin 2016 avait cet objectif de rendre l'état d'urgence inutile, sauf que 24 mars 2017, l'état d'urgence est encore en vigueur. Alors la raison est assez simple, ce sont les attentats de Nice, enfin c'est l'attaque de Nice avec le fourgon, le camion plutôt, qui a conduit immédiatement le législateur à reprolonger de nouveau jusqu'en décembre, donc de juillet à décembre, l'état d'urgence. Et l'état d'urgence a encore été renouvelé une nouvelle fois, le 19 décembre 2016, jusqu'au mois de juillet 2017. L'objectif étant de couvrir la période électorale. Le législateur indique qu'il y aura des rassemblements liés simplement aux manifestations politiques et qu'il faut pouvoir, dans ce cadre-là, assurer la sécurité de ces rassemblements. Alors bon, on le voit, on se dit, bon, la loi du 3 juin n'a donc pas rendu l'état d'urgence inutile, puisque la loi du 21 juillet, par sa seule existence, celle qui fait tout de suite suite aux attentats de Nice, par sa seule existence, cette loi du 21 juillet est la preuve que l'état d'urgence n'est pas inutile. Alors le 21 juillet, le législateur a justifié ce changement de position, ça s'en est un quand même, parce qu'il disait auparavant l'état d'urgence est devenu inutile, et puis il le prolonge. Il justifie sa position, des mots du législateur, du mot du ministre de la Justice en l'occurrence, par la réorientation de la stratégie de l'organisation terroriste Daesh, ce qui constitue un élément de contexte nouveau, et le nouvel attentat illustre la permanence d'une menace à un niveau plus élevé, qui nécessite de pouvoir disposer de mesures administratives renforcées. Donc voilà ce que nous dit le législateur en disant c'est une nouvelle stratégie, l'attaque avec des camions, et donc il faut pouvoir maintenir l'état d'urgence. Bon. Très bien, le législateur nous dit la sécurité est encore menacée, il faut pouvoir utiliser des mesures dérogatoires, d'où cette question, pourquoi et en quoi l'état d'urgence est-il utile, est-il nécessaire pour notre sécurité ? Plus concrètement, puisqu'il s'agit de mettre en œuvre et de recourir à des mesures exceptionnelles, qui ne peuvent être mises en œuvre que dans le cas d'état d'urgence, mais désormais aussi en droit commun, quelles sont ces mesures exceptionnelles qui peuvent être mises en œuvre dans le cadre de l'état d'urgence pour le prolonger pendant 18 mois. Alors, il y en a plusieurs qui sont prévues. Instinctivement, on pense à deux mesures qui sont les plus emblématiques de l'état d'urgence. Les assignations à résidence, personnes qui sont donc assignées à résidence, alors c'est pendant une durée délimitée, et les perquisitions administratives, des perquisitions réalisées sur ordre du préfet, et ce, y compris de nuit dans des lieux d'habitation, et donc qui a été vu comme particulièrement contestable, puisqu'on peut pénétrer de nuit chez une personne sur un ordre du préfet. Vous voyez le caractère policier ou administratif de l'état d'urgence.
Alors il y a d'autres mesures dans la loi de 1955, mais qui sont moins en vue et surtout moins utilisées, notamment l'interdiction de manifestation, qui peut être décidée, les restrictions de la circulation, on peut par exemple fermer certaines voies au public, ce que l'on peut déjà faire sur ordre du préfet, ce n'est pas vraiment quelque chose de très exceptionnel, la dissolution d'associations, qui peut être prise dans le cadre de l'état d'urgence, et la remise d'armes aussi, une autre mesure. Donc deux mesures en particulier quand même, parce que les autres ne sont pas aussi exceptionnelles, surtout ne sont pas si dérogatoires que cela. Les assignations à résidence et les perquisitions nocturnes, pour y rajouter aussi la fouille de véhicules et de bagages, qui est facilitée. Alors bon, ces différentes mesures qui sont prévues par la loi de 1955 présentent une différence importante vis-à-vis des autres, assignations et perquisitions, puisqu'elles ont un caractère administratif, et elles portent peut-être plus atteinte aux libertés. On peut dire l'interdiction de réunion, effectivement, il y a la liberté de réunion, mais c'est peut-être moins attentatoire aux libertés d'une interdiction de réunion qu'une assignation à résidence pendant une période de 12 mois. Une perquisition administrative peut surtout déboucher sur une enquête de police et donner lieu à des poursuites. Et bien là, on voit aussi le risque de contournement. Dans le cas d'une interdiction de réunion ou d'une restriction de la circulation, on voit moins le risque, alors qu'une perquisition administrative, c'est surtout ce qui s'est passé. On cherche normalement des armes ou des explosifs, on ne trouve pas, mais on trouve des stupéfiants, et bien qu'à cela ne tienne, on va poursuivre la personne pour trafic de stupéfiants. Donc on a aussi un risque de contournement de la procédure administrative à des fins de poursuite. Donc, à ces deux égards, les mesures sont les plus emblématiques, assignation à résidence et perquisition administrative. Elles sont aussi les plus attentatoires aux libertés, ce qui explique sans doute cela. Et elles sont aussi les plus nombreuses, il faut bien le dire. Il y a assez peu d'interdictions de manifestations. C'est souvent quelque chose qui a été invoqué pendant les manifestations sur la loi travail, en disant pourquoi est-ce qu'on n'a pas interdit ces manifestations. Alors en réalité, on a fait des assignations à résidence de militants CGT pendant cette manifestation, comme on avait assigné à résidence des militants écolos pendant la COP 21. On n'a pas assez peu d'interdictions de manifestations, par contre beaucoup plus de mesures. Prendre quelques chiffres, pour donner une idée, entre la prolongation de juillet et le mois de janvier, donc en 6 mois, entre juillet et janvier, c'est plus de 600 perquisitions administratives, c'est quand même plus d'une centaine par mois. Depuis la loi du 21 juillet, on a un peu plus de 2000 contrôles d'identité administratifs. Et en février 2017, le dernier chiffre qu'on a en fin février 2017, il y a encore 52 personnes assignées à résidence sur le fondement de l'état d'urgence. Alors d'où la question qui est toujours la même, une sorte de rouleau compresseur avec cette question, en quoi ces assignations, ces perquisitions, et avec ces contrôles d'identité, réalisés dans le cadre de l'état d'urgence, sont-ils nécessaires à la protection de notre sécurité? On peut le voir, mais la question se précise, en quoi cette sécurité, notre sécurité et nos libertés surtout, ne seraient pas aussi bien protégées par la réalisation de ces mêmes mesures hors état d'urgence? Pour essayer d'y voir plus clair, il faut comparer ces mesures mises en œuvre dans le cadre de l'état d'urgence et ces mesures mises en œuvre hors état d'urgence. Évidemment, cette comparaison est rendue possible par cette loi du 3 juin qui a, je vous le disais, transposé ces mesures exceptionnelles en droit commun. Mais la transposition n'est pas à l'identique, il y a quelques petites différences, et donc c'est dans ces différences qu'il faut chercher peut-être la raison. Si on prend les perquisitions, dans l'objectif de lutter contre le terrorisme et contre la criminalité organisée, la loi du 3 juin 2016 a permis, dans le cadre d'une enquête de police classique, pour des faits de terrorisme, pour des faits quand même graves, de réaliser une perquisition de nuit dans un lieu d'habitation. C'est désormais dans les articles 706-90 et 706-91 du Code de procédure pénale, donc c'est le droit commun, quoique ce soit quand même une procédure particulière, en cas d'urgence, pour des enquêtes et pour des instructions, pour les infractions de terrorisme, ces perquisitions peuvent avoir lieu, peuvent commencer après 21h et avant 6h du matin, avec une condition quand même, lorsqu'elles sont nécessaires pour prévenir un risque d'atteinte à la vie. En matière de terrorisme, en général, la justification est assez facile. Les perquisitions nocturnes ont donc vu leur régime s'étendre et désormais il est possible pour des faits de terrorisme de perquisitionner de nuit hors état d'urgence. Eh bien c'est là la différence, c'est que dans la loi de 1955, ces perquisitions nocturnes ne sont pas limitées au terrorisme, elles sont limitées aux atteintes à l'ordre public. Donc on a dans le droit commun un champ limité uniquement pour le terrorisme. Dans le cadre de l'état d'urgence, pas de limite, et c'est la raison pour laquelle on n'a pas de justification à donner s'agissant
de la mise en œuvre de ces perquisitions. Bon, si on reste quand même sur l'enjeu de la lutte contre le terrorisme, qui est quand même celui qui nous préoccupe tous aujourd'hui, on le voit, une perquisition nocturne est possible pour terrorisme dans l'état d'urgence et hors état d'urgence. Bon, la loi de juillet 2016 est venue un petit peu modifier le régime de ces perquisitions. La loi du 19 décembre 2016 est encore un petit peu venue modifier ces perquisitions parce qu'il y avait des ajustements nécessaires, notamment sur la saisie de données informatiques. Je ne rentre pas dans les détails, mais on observe que ces perquisitions et ces saisies sont possibles quel que soit le cadre, dans l'état d'urgence et hors l'état d'urgence. De ce point de vue, donc s'agissant des outils offerts pour lutter contre le terrorisme, l'état d'urgence n'apparaît pas nécessaire, puisqu'on peut faire exactement la même chose hors état d'urgence. La loi de 1955, si on laisse la question du champ d'application, n'est pas plus généreuse, en quelque sorte, que le Code de procédure pénale. On pourrait même dire que le droit commun est devenu peut-être même plus permissif, plus généreux vis-à-vis des autorités, puisqu'il facilite les contrôles d'identité, plus que d'ailleurs ne le fait la loi de 1955. La loi du 3 juin 2016, je vous l'avais dit, a également modifié le régime applicable aux contrôles d'identité et aux fouilles de véhicules. Jusqu'à cette loi, on utilisait le cadre de l'état d'urgence, mais il fallait en sortir, et donc on a facilité ces contrôles d'identité hors état d'urgence. C'est dans le Code de procédure pénale. Alors ce sont des contrôles d'identité de toute personne, sans nécessairement qu'elle soit soupçonnée d'avoir commis une infraction, c'est pour ça que ce sont des contrôles dits administratifs. Donc de toute personne, avec quand même des conditions, en un lieu déterminé et pour une période déterminée, exactement ce qui pouvait se faire sur l'état d'urgence, et désormais, on peut le faire dans le cas du droit commun, si ce n'est que non seulement on peut contrôler l'identité, mais aussi on peut fouiller les véhicules, ce que ne permettait pas la loi sur l'état d'urgence. Alors ce que ne permettait pas le 3 juin, la loi sur l'état d'urgence, mais le législateur a depuis modifié sur la loi sur l'état d'urgence pour le prévoir. C'est-à-dire là, on a un mouvement inverse. Le droit commun était plus permissif que l'état d'urgence. On a augmenté les pouvoirs dans le cadre de l'état d'urgence pour les rendre aussi permissifs que dans le cadre du droit commun. Donc on a un nouvel article qui est inséré dans la loi de 1955 pour prévoir aussi ces fouilles de véhicules. Vous voyez le mouvement un petit peu assez étonnant. À l'origine, la loi de 1955 permet les contrôles d'identité administratifs, c'est-à-dire sans soupçon d'infraction. On introduit dans le Code de procédure pénale, donc dans le droit commun, ces contrôles administratifs et les fouilles de véhicules administratifs. Puis on se rend compte qu'en fin de compte, c'est assez pratique et donc on va le mettre aussi dans la loi sur l'état d'urgence. On a un mouvement en deux temps. La durée est la même aussi, c'est 24 heures, etc. La différence tient en réalité entre ces contrôles administratifs droit commun et ces contrôles administratifs état d'urgence. La différence tient en réalité à l'autorité qui les autorise, puisque dans le cadre du droit commun, pour les mesures du Code de procédure pénale, c'est le procureur qui doit les autoriser. Dans le cadre de l'état d'urgence, c'est le préfet qui doit les autoriser. Si on laisse pour l'instant cette question de l'autorité, si on regarde encore l'objectif de lutter contre le terrorisme, on se rend compte que le Code de procédure pénale, le droit commun, hors état d'urgence, permet exactement les mêmes mesures, les mêmes contrôles et les mêmes fouilles que la loi de 1955. Donc, de ce point de vue, la loi de 1955 ne semble pas avoir de plus-value. Alors, de nouveau, on voit bien peut-être ce décalage, je dis, ça n'est pas toujours utile. Dernière peut-être mesure, je vous l'avais dit, qui était assez exceptionnelle, c'est bien sûr les assignations à résidence. Alors, s'agissant des assignations à résidence, c'est l'une des mesures les plus vues comme les plus spectaculaires de la loi sur l'état d'urgence. Elle permet de retenir une personne à son lieu de résidence, alors pour une période déterminée, 8 heures par 24 heures, une assignation à résidence limitée dans le temps quand même, et ce, il apparaît qu'il y a une menace pour l'ordre public, donc elle est assignée à résidence. Alors il y a d'autres obligations qui peuvent être rajoutées à l'assignation à résidence, par exemple, elle peut être obligée de pointer au service de police et de gendarmerie, peut-être obligée de remettre aussi son passeport, etc. Mais le plus spectaculaire, c'est l'assignation à résidence, le fait de ne pas pouvoir sortir 8 heures pendant 24 heures de son domicile. Évidemment, on ne précise pas les heures de nuit, tant qu'à faire, on met les heures de jour, comme on se dit. C'est là où c'est le plus efficace. Alors, ça semble être une possibilité assez exceptionnelle. On se dit, effectivement, on peut priver quelqu'un de sa liberté, non pas parce qu'on le soupçonne d'avoir commis une infraction précise, mais parce qu'il présente une menace pour l'ordre public. C'est assez flou, assez vague. Et donc, c'était sans doute peut-être cette mesure qui était encore une fois celle qui justifiait les assignations à résidence, et celle qui justifiait
le maintien de l'état d'urgence. Je vous le disais, encore 52 personnes assignées en février. Alors bon, sauf que, une fois encore, le législateur, et c'était son objectif, la loi du 3 juin 2016 a proposé de prévoir cette même mesure dans le cadre du droit commun. Alors là, il y a des petites différences. Alors ce n'est pas prévu dans le code de procédure pénale, c'est prévu dans le code de la sécurité intérieure. C'est un code un peu à part, qui concerne de façon plus générale les militaires, la sécurité civile, etc. Et on a une disposition qui permet, je vous dis c'est un peu plus particulier, d'assigner à résidence 8 heures pendant 24 heures, c'est exactement la même durée, on n'a pas cherché loin, 8 heures pendant 24 heures, d'assigner à résidence les personnes qui reviennent de théâtres d'opérations djihadistes, pour dire les choses clairement, de théâtres d'opérations terroristes, en l'occurrence on vise notamment les camps d'entraînement de Daesh. Donc les personnes qui reviennent de théâtres d'opérations terroristes, et lorsqu'elles présentent une menace pour l'ordre public, on peut les assigner à résidence. Elles n'ont pas commis d'infraction, si ce n'est d'être allées en Syrie ou en Irak pour s'entraîner avec Daesh, et bon, ça concerne la Syrie et l'Irak, mais elles reviennent. Effectivement, on sait que le véritable enjeu, on a peut-être entendu parler, de la guerre contre Daesh, c'est de dire qu'est-ce qu'on va faire du millier de Français qui se trouvent actuellement en Syrie et qui combattent aux côtés de Daesh. Donc on a cette possibilité, lorsqu'ils reviennent, de les assigner à résidence. Donc c'est la même durée, 8 heures par 24 heures, le même motif, c'est-à-dire en cas de risque à l'ordre public, mais c'est un peu plus délimité, puisque cela ne concerne que les personnes qui reviennent d'un théâtre d'opération ou d'un camp d'entraînement terroriste, alors que dans le cadre de l'état d'urgence, ça peut être toute personne qui présente une menace pour l'ordre public. C'est la raison pour laquelle on a pu, je vous le disais, assigner à résidence des militants CGT ou des militants écologistes, un peu plus dur, alors même qu'on voit bien, ils ne reviennent pas d'un théâtre d'opération en Syrie. Donc c'est un peu plus permissif, bien sûr, sur l'état d'urgence. Donc, à bien y regarder, c'est surtout sur cette mesure, sur l'assignation à résidence, que la loi de 1955 a quand même un champ d'application beaucoup plus large, a une plus-value, peut-être, vis-à-vis de la loi du 3 juin 2016, vis-à-vis des mesures de droit commun. La loi ne permet d'assigner à résidence que des personnes qui reviennent de l'étranger d'un tas d'opérations, alors que la loi de droit commun ne permet que d'assigner à résidence des personnes qui reviennent de tas d'opérations, alors que dans le cas de l'état d'urgence, c'est plus large. Même si l'on se focalise sur le terrorisme, si une personne présente un risque d'activité terroriste mais qu'elle n'a jamais quitté le territoire français, la loi du 3 juin 2016 ne permet pas de l'assigner à résidence, la loi de 1955 permet de l'assigner à résidence. Donc on se dit, vraiment, si l'objectif c'est la lutte contre le terrorisme, c'est pas sur les perquisitions qu'il y a une différence, on peut faire des perquisitions nocturnes dans les deux cas, c'est pas sur les contrôles d'identité, c'est sur les assignations à résidence, en ce qu'on va pouvoir plus facilement assigner des personnes dont on craint qu'elles fassent partie d'un groupe terroriste, puisque pour le droit commun, il faut qu'elles reviennent d'un théâtre d'opération, et dans le cas de l'état d'urgence, cette condition n'existe pas. Alors bon, on se dit, est-ce qu'il faut en déduire que du coup, l'intérêt de l'état d'urgence, la raison pour laquelle depuis 18 mois on est en état d'urgence, c'est pour pouvoir assigner à résidence des personnes qui présentent un risque terroriste et qui ne reviennent pas de Syrie ou d'Irak. On se dit quand même, tout ça pour ça concernerait une trentaine de personnes a priori. Ça semble assez peu justifiant s'agissant de la mesure qui est mise en œuvre. Alors la réponse n'est pas là, je vais ménager un peu de suspense, la réponse n'est pas là puisque en réalité, le véritable intérêt de l'état d'urgence, et surtout après la loi du 3 juin 2016, ce n'est pas les moyens offerts, ce n'est pas ces perquisitions administratives, ce n'est pas ces assignations à résidence, ni les contrôles. Le véritable intérêt de l'état d'urgence, c'est le régime applicable. Et surtout, la souplesse du régime applicable. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, c'est-à-dire dans le cadre d'une procédure mise en œuvre sur le fondement du Code de procédure pénale, les mesures d'investigation sont nombreuses, et elles sont encore plus nombreuses, encore plus coercitives, depuis la loi du 3 juin 2016. Mais elles doivent, toutes, être justifiées par l'existence d'un soupçon, par des indices qui rendent vraisemblable que la personne a participé à une infraction, ou a tenté de participer à une infraction. Terroriste, pour ce qui nous intéresse, dans notre hypothèse. Dans le cadre de l'état d'urgence, une telle justification n'est pas nécessaire. Il n'est pas nécessaire de justifier la perquisition ou l'assignation à résidence ou la fouille par l'existence d'une infraction ou par un soupçon d'infraction. Il faut simplement justifier cela par des raisons de penser que le comportement de la personne constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public. Ouais, c'est quand même beaucoup plus large, peut-être même beaucoup plus flou, s'agissant de la justification. Bon, si c'est la seule différence, après tout, il suffit juste de bien contrôler ce qui est une menace pour la sécurité et pour l'ordre public, si ce n'est qu'à cette différence de justification s'ajoute aussi, et c'est sans doute ce qui revient assez régulièrement dans le débat,
s'ajoutent aussi des différences s'agissant du contrôle de ces mesures. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, que ce soit une enquête de police ou une instruction, les mesures, que ce soit les perquisitions, les contrôles, etc., je vous le disais, sont contrôlées et préalablement autorisées par un magistrat. C'est quasi systématique. Le procureur doit contrôler les contrôles d'identité et les fouilles. Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention doit autoriser les perquisitions administratives, et c'est le juge des libertés et de la détention qui va autoriser les assignations à résidence. Dans le cadre de l'état d'urgence, ces mesures sont autorisées par le préfet, et elles ne sont contrôlées par un magistrat qu'en cas de contestation. C'est uniquement si la personne se plaint qu'il y a contestation. Alors, il y a une petite précision ici à apporter, deux précisions en réalité à apporter. D'abord, s'agissant des perquisitions nocturnes, on a introduit une procédure d'autorisation assez particulière. C'est lorsqu'il s'agit de saisir des données informatiques. Ça fait suite à des décisions du Conseil constitutionnel, puisque, il a dit, on peut perquisitionner sur un ordre du préfet, on peut saisir des données informatiques sur un ordre du préfet, mais pour les exploiter, il faut l'autorisation d'un juge. Alors d'un juge lequel le législateur a choisi, du juge administratif. Et puis, pour les assignations à résidence, et justement à l'issue des recommandations faites par la Commission nationale consultative des droits de l'homme, le législateur, c'est en décembre, a prévu qu'au-delà d'une certaine durée, 12 mois, donc à partir d'un an quand même, pour que l'assignation à résidence puisse continuer, puisse perdurer, il fallait qu'elle soit autorisée par un juge. Et donc, en l'occurrence, ce juge choisi, c'est le Conseil d'État, donc encore le juge administratif. Mais ces deux hypothèses mises à part, toutes les autres mesures n'ont pas à être préalablement autorisées. Elles peuvent être contestées. On voit un peu peut-être la limite de tout cela. Si une perquisition administrative a été réalisée, donc les services, les autorités interviennent, perquisitionnent de nuit, et puis finalement ne trouvent rien, repartent. Alors vous pouvez ensuite aller saisir le juge administratif pour contester la mesure. Et ça ne sert plus vraiment à grand-chose. Et puis, pour l'assignation à résidence, on a vu que, mis à part quelques hypothèses, elles étaient quand même assez peu levées. Alors il y a eu quand même des hypothèses, c'est quand même assez caricatural. La première assignation à résidence qui a été levée, c'était dès janvier 2016, une personne qui était assignée à résidence depuis 2 mois, qui a fait un référé, on lui dit il n'y a pas d'urgence, vous êtes assigné à résidence, vous avez le temps. Mais bon, on a fini par lever l'état d'urgence, on s'est rendu compte qu'en fait il était assigné à résidence parce qu'on l'avait vu en train de téléphoner près des locaux de Charlie Hebdo. Et bon, et vous le devinez, il était barbu, ce qui a fait qu'on a dit c'est bon, il est en train de prendre des renseignements, etc. Alors que pas du tout, simplement sa mère habite là, donc il allait régulièrement à cet endroit-là, mais parce que sa mère y habite, on a pu ensuite recouper, de dire il ne présentait aucune menace pour l'ordre public, rien du tout, il n'avait rien à voir, mais il était placé en assignation à résidence depuis 2 mois. Alors, on a quand même quelques mesures qui sont assez exceptionnellement levées, mais soit ça intervient une fois que la mesure est mise en œuvre depuis des mois, depuis des semaines, on se dit quel est l'intérêt, soit pour les perquisitions, eh bien ça n'a plus aucun intérêt. Véritablement. On peut avoir des indemnités, mais il faut voir quand même qu'il y a eu des procédures complètement ratées. Nous, on a des cas qui sont remontés où les enquêteurs se sont trompés d'étage. Donc, ils ont fait des perquisitions administratives, donc, et puis ils prennent pas, en général, ils prennent pas de gants. Du coup, donc, ils défoncent la porte pour entrer dans le domicile, etc. Et puis on se rend compte, mais vous n'êtes pas les bonnes personnes. Désolé, on repart, on va aller à l'étage au-dessus. Et la porte est ouverte, les enfants pleurent, etc. Vous imaginez un petit peu la surprise que ça peut être d'avoir une perquisition administrative, et surtout quand on leur dit c'est pour des faits de terrorisme. Les policiers ne font pas semblant, on peut comprendre, on ne sait pas sur quoi on va tomber, mais quand on se trompe, du coup, c'est assez gênant. Bon, si on en revient, on le voit, donc non seulement ces mesures ne sont pas contrôlées par un magistrat, c'est le juge administratif, et puis surtout, elles ne sont pas préalablement autorisées. La plupart du temps, le juge n'intervient qu'après, que si l'intéressé le conteste. Si personne ne conteste, eh bien cette mesure est simplement mise en œuvre sur la décision du préfet. Donc on le voit, l'intérêt de l'état d'urgence, c'est pas tellement ces mesures, c'est surtout sa souplesse. Et de ce point de vue, la loi du 3 juin 2016 ne pouvait pas prévoir cette même souplesse dans le cadre judiciaire. Elle ne pouvait pas, un défaut, elle ne pouvait pas rendre l'état d'urgence inutile parce qu'il était impossible, dans un cadre de droit commun, dans le cadre du Code de procédure pénale, de ne pas prévoir des garanties minimales, des garanties minimum pour le contrôle et l'autorisation de ces mesures qui sont susceptibles quand même de porter atteinte aux libertés. On l'a vu, nécessairement, dans toutes les mesures, on voit le juge judiciaire ou le procureur de la République intervient pour contrôler ces mesures. Alors,
Le principal intérêt de l'état d'urgence, pour le reprendre, c'est donc de faciliter la mise en œuvre des mesures qui sont qualifiées d'administratives, et c'est pas un hasard, hein, alors c'est la distinction police administrative, police judiciaire, mais c'est surtout des mesures administratives sans le contrôle du juge judiciaire. Le juge administratif intervient de façon un peu sporadique, souvent après la réalisation de la mesure, ou alors après 12 mois, par exemple, pour les assignations à résidence. Et justement, c'est ce rôle du juge administratif qui a focalisé un peu toutes les attentions, et peut-être à tort, et du moins c'était le sens des recommandations qu'on a essayé de formuler avec la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Il y a deux questions sur le juge administratif. D'abord, est-ce qu'il est compétent, est-ce qu'il a la qualité pour contrôler ces mesures attentatoires aux libertés? Et ensuite, l'autre question, mais qui est souvent négligée, mais j'en ai déjà parlé, c'est le moment de son intervention. Alors sur la qualité, c'est le débat entre le juge judiciaire et le juge administratif, et la Cour de cassation voit d'un très mauvais œil que ce soit le juge administratif qui contrôle ces mesures attentatoires aux libertés. Elle dit, ce n'est pas à lui de le faire, il n'a pas l'indépendance nécessaire pour le faire. Donc elle voit d'un très mauvais œil, et elle d'ailleurs, elle rend des décisions assez vives. Hein. Elle a décidé, par exemple, d'annuler, c'est des décisions de décembre, du 13 décembre 2016, elle a décidé d'annuler des perquisitions administratives, parce que c'était une perquisition qui avait été réalisée, on avait trouvé des stupéfiants, il y a des poursuites judiciaires qui ont été engagées, donc là on retourne devant le juge judiciaire, et le 13 décembre, la Cour de cassation s'est estimée compétente, puisqu'elle peut apprécier la validité des actes administratifs, s'est estimée compétente pour annuler, enfin du moins ne pas retenir ces perquisitions administratives et donc écarter. La semaine prochaine, le 28 mars, enfin un tout petit peu d'anticipation, mais pas difficile, elle va rendre une décision très importante, puisque ça va être un peu la suite. Hein. Il y a des grandes chances, je n'anticipe pas sur le sens de la décision qui sera rendue, mais pour qu'elle annule une entière procédure qui est fondée sur une perquisition administrative irrégulière. Et donc on va se dire, la Cour de cassation ne pouvait pas contrôler les perquisitions administratives, qu'à cela ne tienne, hein, elle revient par la fenêtre, elle va contrôler la procédure qui est fondée sur cette perquisition administrative. Donc déjà la Cour de cassation voit ça d'un très mauvais œil. Le Conseil d'État, lui, estime qu'il est tout à fait compétent pour contrôler les mesures attentatoires aux libertés. Donc on a cette séparation juge judiciaire, juge administratif, un véritable débat qui est né entre les deux cours avec une hostilité, il faut le dire, aujourd'hui, entre ces deux cours. Alors la question qui se pose, c'est d'un point de vue des exigences, des droits fondamentaux et des garanties individuelles, est-ce que le juge administratif est compétent pour contrôler ces atteintes aux libertés? Là, on invoque souvent l'article 66 de la Constitution, on dit souvent le lit mal. L'article 66 prévoit que le juge judiciaire, donc uniquement le juge judiciaire, est compétent pour les atteintes à la liberté individuelle. Et souvent on a tendance à dire aux libertés individuelles. Sauf que c'est au singulier. Dans l'article 66, c'est au singulier, et ça a vraiment un sens que ce soit singulier. La liberté individuelle, le Conseil constitutionnel, donc qui est chargé de vérifier si c'est conforme à la Constitution, si le rôle du juge administratif est conforme à la Constitution, a une conception extrêmement restrictive de ce qu'est la liberté individuelle. Alors auparavant, il avait une conception un peu plus large, jusqu'en 1996, il y englobait toutes les atteintes aux libertés. Et puis, en 1996, sur une des premières lois relatives au terrorisme, il en revient à une vision très restrictive, vous le disiez, puisque la liberté individuelle, ça n'est que la privation de liberté au sens strict, hein, donc les mesures de détention. Alors détention provisoire, rétention administrative des étrangers, garde à vue, mais vraiment les mesures privatives de liberté où une personne est enfermée. C'est l'enfermement, la privation de liberté. Et donc, les mesures attentatoires à la liberté individuelle, c'est les mesures d'enfermement. Au sens large, on y inclut par exemple l'hospitalisation sans consentement. Alors pour justifier cette évolution de sa jurisprudence, le Conseil constitutionnel explique en 1996 que, par exemple, la question des restrictions à la liberté individuelle s'est posée. Il dit, si on change un sens de circulation d'une route, ou si on ferme une route à la circulation, ça restreint la liberté de circulation. On pouvait l'utiliser, on ne peut plus. Et le Conseil prend un peu un exemple pas l'absurde en disant, on n'envisage pas de réserver ce contentieux des sens de circulation, c'est-à-dire le maire il décide ici c'est un sens interdit, de réserver ce contentieux des sens de circulation au juge judiciaire. Le juge administratif, il est bien sûr compétent pour contrôler cela, même si c'est une atteinte à la liberté de circulation. Ce n'est pas de la liberté individuelle. Alors c'est ce que le Conseil nous dit, et donc depuis cette date, depuis 1996, il est fidèle à sa jurisprudence, dès lors que ce n'est pas une mesure d'enfermement, ce n'est pas une compétence exclusive du juge judiciaire. Donc si on prend toutes ces mesures, perquisition administrative, ce n'est pas de l'enfermement.
Les mesures d'assignation à résidence, ce n'est pas non plus l'enfermement. Et le 8 heures par 24 heures n'est pas du hasard. Au-delà de 12 heures, on aurait été dans une mesure d'enfermement. Elle aurait été majoritairement privative de liberté, mais 8 heures, ça veut dire que le principe, c'est la liberté pendant 16 heures, la privation que pendant 8 heures. Et bien sûr, donc, les mesures de contrôle d'identité, ce n'est pas de l'enfermement. Donc toutes ces mesures ne relèvent pas de la liberté individuelle. Bon. Et donc, rien n'impose de les confier uniquement au juge judiciaire. On pourrait le faire. Dans le cadre des procédures pénales, c'est le cas. C'est le juge judiciaire qui est compétent. Mais dans le cas de l'état d'urgence, rien n'interdit de les confier au juge administratif. Le Conseil constitutionnel a rendu sa 7e QPC sur l'état d'urgence, et à chaque fois que la question lui est posée, il n'impose pas le contrôle du juge judiciaire, se satisfait que ce soit le juge administratif. D'ailleurs, il dit toujours, ce n'est pas une atteinte à la liberté individuelle. Il y a une question quand même qui reste en suspens, mais j'y reviendrai. Alors, et c'est vraiment cette question qui focalise. Tout le monde dit, mais si c'est des libertés individuelles, etc. Alors, on peut contester cela. C'est vrai, et tout part en réalité d'une erreur d'interprétation, il faut le dire, du Conseil constitutionnel. La question sur le sens de circulation, c'est pas de savoir si c'est une atteinte à la liberté, si c'est une restriction de liberté, etc. La question, c'est le caractère individuel. Donc là, s'il y a des juristes, c'est la différence entre les actes réglementaires et les actes individuels. Un sens de circulation, c'est réglementaire, ça concerne toute personne. Et donc évidemment, le juge judiciaire n'a pas à être compétent pour des actes qui concernent toute personne. Si on interdit une manifestation, il n'a pas à être compétent. En revanche, une assignation à résidence, c'est individuel. C'est la question de l'individualisation de la décision qui aurait dû être le critère. Le Conseil constitutionnel ne l'a pas retenu. On peut dire, après, la doctrine pourra l'écrire, ça sera très beau, ça ne change pas grand-chose. Il reste pour l'instant sourd à cet argument. Et c'est, pour vous dire, le débat des juristes, c'est focalisé sur cette question de la compétence du juge judiciaire. Il y a eu des débats assez nourris à l'Association française de droit pénal, et je vous le disais encore, à la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Et certains, j'en faisais partie, avaient une vision un peu plus pragmatique de la situation, en disant, bon, le Conseil constitutionnel ne va pas changer d'avis, le législateur non plus. Le véritable enjeu, ce n'était pas tellement de savoir quel juge intervient. La véritable question, c'est de savoir quand le juge intervient. Et à titre personnel, il est peut-être préférable d'avoir un juge administratif qui intervient avant la décision pour l'autoriser, pour autoriser une perquisition et l'éviter lorsque, par exemple, elle n'est pas justifiée, plutôt que d'avoir le juge judiciaire qui intervient un an après. Donc on se dit, l'idéal, on peut le dire, ça serait peut-être le juge judiciaire qui intervient avant, mais bon, ne soyons pas utopistes, soyons pragmatiques. Un juge administratif qui interviendrait avant, ça serait quand même préférable. Donc bon, c'est une position qui a été proposée de dire plus que le juge lui-même, parce qu'après tout, le juge administratif, c'est pas non plus un suppôt du pouvoir qui valide toutes les mesures, il est aussi compétent pour contrôler les atteintes aux libertés, le référé liberté dont le juge administratif existe, mais c'est plutôt le moment de son intervention qui est un enjeu. Alors, en ce sens, la Commission nationale consultative des droits de l'homme avait fait des recommandations pour dire qu'il fallait mettre fin à l'état d'urgence, ça c'était sa principale recommandation, et à défaut surtout il fallait mieux l'encadrer et notamment prévoir une autorisation préalable du juge administratif pour certaines mesures. Le législateur l'a entendu, mais je vous le disais, pas tout à fait, puisque à la suite de cette recommandation, dans le cadre de la dernière prolongation, celle donc de décembre 2016, le législateur a prévu que pour les assignations en résidence, au bout de 12 mois, le Conseil d'État devait donc autoriser la prolongation de la mesure. On l'autorise pour 3 mois et c'est renouvelable aussi longtemps que nécessaire. Donc, pas une autorisation au préalable, mais quand même une autorisation au bout d'un certain temps. Donc, pas d'autorisation, on peut se dire, bon, mais au moins pour les mesures qui durent le plus longtemps, cela peut être satisfaisant. Et de nouveau, puisque l'on a introduit un contrôle du juge administratif, la question s'est posée de savoir, est-ce que le Conseil d'État peut être compétent, je dis les juristes se focalisent sur ça, peut être compétent pour contrôler les assignations à résidence. Et la question s'est posée au Conseil constitutionnel, de nouveau, donc c'était la dernière décision QPC rendue, peut-être pour le moment, il y en aura peut-être encore d'autres. Dernière décision rendue donc le 16 mars 2017, la semaine dernière. Et dans cette décision, sur le principe, le Conseil constitutionnel dit il n'y a aucun problème pour que le juge administratif contrôle les assignations en résidence et qu'il donne une autorisation pour les assignations en résidence. Alors il y a quand même une difficulté que relève le Conseil constitutionnel en disant le problème c'est que cette autorisation pour prolonger l'assignation en résidence, elle est donnée par le Conseil d'État. Et si par la suite, l'intéressé qui est assigné depuis 14, 15 mois, etc., conteste, il peut le faire, il le conteste devant le Conseil d'État. Et donc le Conseil d'État va devoir apprécier la validité d'une assignation en résidence qu'il a lui-même autorisée. Et donc le Conseil constitutionnel dit là, il y a un problème,
problème de séparation des fonctions, on ne peut pas statuer sur ses propres décisions, et donc là, on a une décision d'inconstitutionnalité. Alors, après cette décision, là on est encore un peu dans le flou. Le Conseil d'État d'ailleurs devait se prononcer sur les assignations à résidence la semaine dernière, il a reporté sa décision parce qu'il ne peut plus le faire, donc on est un peu dans le fond. Toute la question est de savoir qu'est-ce qui va se passer. Il faudrait de nouveau réformer la loi sur l'état d'urgence pour améliorer la question de ce contrôle et cette autorisation. Alors, le problème, c'est que cette amélioration, elle ne peut pas avoir lieu tout de suite. Il n'y a plus de Parlement réuni, il n'y a plus de session parlementaire, donc il n'y a plus de loi à voter pour pouvoir de nouveau l'adopter. Il faudrait peut-être lever l'état d'urgence. Ça, c'est l'autre possibilité. Mais là, a priori, pour l'instant, la position du gouvernement est de dire c'est le prochain gouvernement qui décidera. De toute façon, nous n'avons plus de session parlementaire. Il faut juste rappeler que l'état d'urgence peut être levé par un simple décret, pas besoin d'une loi. Il faut une loi pour le prolonger aussi longtemps, mais un simple décret peut y mettre fin. Donc, on est un peu dans la solution intermédiaire. Et quand on voit sur le débat présidentiel, on a des positions. Certains disent, candidats disent, moi je mettrai fin à l'état d'urgence, d'autres qui nous disent, l'état d'urgence sera permanent, d'autres, position intermédiaire, il durera aussi longtemps que nécessaire. Bon, si on le fait sur le risque terroriste, ça risque d'être assez long. Donc en définitive, tout là un petit peu le caractère tout à fait paradoxal de l'état d'urgence, c'est qu'il est nécessaire pour notre sécurité, mais il porte atteinte à nos libertés. Mais là où est le paradoxe, c'est que la protection de nos libertés implique que soit maintenu l'état d'urgence, mais un état d'urgence qui permet de contourner la protection de nos libertés. Vous voyez un petit peu la boucle est bouclée où le paradoxe se termine. Voilà. J'arrête pour cette présentation, bien sûr, si vous avez des questions, je suis à votre disposition.